Non, moi, je pense que c'est toujours dans la nature de l'homme de vouloir défier les lois. Sortir du Congo nous a ouvert les yeux. On connaît ce qui manque au Congo. Le Congo ne manque de rien. C'est la politique qui vote les lois, mais c'est les business qui créent la richesse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kambe Momandongo Nehemi. Alors, cet épisode de notre podcast est sponsorisé par House Vision Microfinance Bank et Dosé Group. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous une personne différente. Donc, c'est que notre podcast aujourd'hui sera un podcast différent parce que notre invité, c'est une personne différente avec beaucoup de casquettes. Et c'est un activiste, un philanthrope, un écrivain que nous avons devant nous, M. Serge Kalala. Bonjour, M. Serge. Oh, bonjour, Némi. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien, monsieur Némi. Et vous? Oui, ça va. C'est un plaisir immense pour moi de t'avoir aujourd'hui. Et que déjà, le podcast, c'est quelque chose qu'on a programmé à la va-vite. Mais je suis quand même content que vous soyez là. Alors, la coutume de Salt Podcast veut que vous vous présentez. Est-ce que pouvez-vous nous donner une brève introduction de vous? Serge est un jeune entrepreneur congolais, écrivain. Et je suis aussi dans le monde du cinéma. Bon, disons, en bref, c'est ce que je fais. OK. Ouais. Alors, à quoi ressemble le jeune Serge il y a 10 ans passés? En fait, le jeune Serge, il y a 10 ans, c'était un Serge qui déjà ne connaissait pas d'abord ce qu'il voulait faire de sa propre vie. Donc, c'était un Serge qui avait toujours été dicté par papa, genre, je voudrais que tu deviennes médecin, je voudrais que tu deviennes ça. La plupart de ses décisions à lui n'étaient pas de choix que ces Serges-là pouvaient faire, n'étaient pas vraiment des choix qui venaient de lui. Et alors, il a décidé de quitter son pays, qui était le Congo, pour venir s'installer en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que Serge a appris à se découvrir et à être là où il est aujourd'hui. C'était comment l'Afrique du Sud pour vous, lorsque vous êtes nouveau venu? Bon, en fait, en tant que nouveau venu en Afrique du Sud, parce que vous voyez, quand on quitte son pays, c'est pour toujours aller voir et chercher mieux ailleurs. Et je me suis retrouvé, parce que je suis arrivé en Afrique du Sud en 2016. Donc je me suis retrouvé dans un pays où je me suis dit, ok, c'est bon, les trucs, ça va aller facile, smooth. Et j'arrive dans un pays où je vois que toutes mes qualifications, tout ce que je connaissais, je me disais, je pouvais travailler dans ce pays-là, servait à rien du tout. Wow, impressionnant. Comment vous expliquez ça? Genre, toutes les titres que vous êtes venus avec, au final, vous vous rendez compte que ça ne sert à rien. Comment vous avez conçu ça et comment vous êtes en sorti en fait? D'abord, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai arrêté mes études de IT, d'informatique, pour venir en Afrique du Sud. Et le but, c'était toujours de devenir technicien informaticien. Okay. Alors, quand je suis arrivé, je me suis inscrit dans le Cisco. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de Cisco. Depuis même que j'étais au Congo, j'entendais parler de Cisco. Alors, je vais faire Cisco. Pour moi, c'était quelque chose de... Alors, je suis arrivé, les 2 premières années, je ne suis pas allé directement à l'école. Donc, il a fallu que je puisse faire des petits boulots par-ci, par-là. J'ai fait la sécurité, j'ai fait le bruit maçon. C'est le genre de boulot qu'on ne peut même pas accepter faire dans notre propre pays. Je les ai faits. Et puis, ça s'est fait que l'année où je commençais le Cisco, mon papa n'était plus encore en mesure de me sponsoriser. Alors, je suis allé pour une bourse. J'ai obtenu une bourse
dans le business management. J'ai commencé business management. Et ça s'est fait que dans ce parcours-là, comme on dit souvent, la main qui donne, c'est celle qui a le pouvoir et tout. L'université a voulu m'introduire. Bon, quelques professeurs dans l'université ont voulu m'introduire dans l'occultisme. J'ai dit, bon, moi, je ne suis pas assigné pour ça. Alors, j'ai dû faire un back-off pour finir dans le marketing. Donc, je fais digital marketing et j'ai fini en 2019. Mais après avoir fini tout ça, je me suis rendu compte que il fallait me lancer dans quelque chose d'autre. C'est comme ça que je me suis retrouvé aujourd'hui dans le cinéma. Mais avant même d'arriver dans le digital marketing, où j'avais déjà commencé un voyage avec la photographie. Là où je travaillais à la sécurité, j'ai croisé une fille qui venait de la France, une amie, qui avait un appareil photo. Et là, je lui ai demandé, est-ce que tu penses que je pourrais devenir photographe un jour? Elle m'a dit, ah non, tu ne peux pas devenir photographe. Alors, ça m'a choqué. Et pourquoi elle peut dire que je ne peux jamais devenir photographe? Alors, je me suis lancé dans la photographie dans l'unique but de contredire ce qu'elle avait dit sur moi. Et c'est la même fille qui, plus tard, sur mon Instagram, je vois, elle m'écrit, elle me dit, je reviens en Afrique du Sud, je serai là, est-ce que tu pourrais me prendre des photos? Et je lui ai taxé pour ça. Waouh! Ouais. Et vous vous êtes dit que c'était un prix à payer pour ne pas avoir cru en vous ou vous avoir mis dans certains doutes. Et aussi, j'aimerais savoir comment vous avez pris ça. Genre, il y a une personne qui vous dit tu ne peux jamais être bon en photographie alors que c'est ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu avais considéré ce qu'elle t'a dit et tu as pris ça comme challenge ou c'est là, genre, tu peux en fait nous expliquer comment tu as conçu cette partie-là? Non, moi, je pense que c'est toujours dans la nature de l'homme de vouloir défier les lois. Les lois, il y a des lois créées par Dieu et les lois créées par les humains. Quand on nous a dit de ne pas manger les fruits, on a mangé les fruits. On a même prouvé qu'on pouvait très bien le faire. Et pendant la Covid, je me rappelle quand c'était interdit aux gens de partir, aller dehors, il y avait toujours des gens dehors. Alors, je comprends qu'il y a toujours une brèche pour pouvoir briser les lois. Si tu veux devenir ce que tu veux devenir, il faut toujours briser les lois. Même Dieu lui-même, il reconnaît que si l'homme n'avait pas mangé les fruits, les sacrifices de Christ n'allaient pas être possibles. Il fallait que quelqu'un mange les fruits pour que ces sacrifices-là soient possibles. Donc, il y a toujours, pour moi, ce qu'on me dit que tu ne peux pas faire, c'est ce que je pense que je peux faire. Et bien les faire en plus. Et bien le faire. Et charger même la personne qui m'a dit tu ne peux pas le faire. Même à Dieu, on a chargé son fils pour qu'il puisse encore nous sauver. Maintenant, comment ça vous fait de passer de ces switches-là, en fait, que tu commences en Haïti en voulant faire le Cisco, tu quittes là-bas pour faire le business management et au final, tu te retrouves à faire le marketing. Aujourd'hui, tu es photographe. Cette synergie-là, en fait, comment tu as su le gérer et comment tu as pu t'orienter comme ça? OK. On dit souvent que qui ne tente rien ne gagne rien. Ne gagne rien. Dans notre vie, quand on a des objectifs ou quand on veut atteindre quelque chose, on a toujours des chemins à travers lesquels on passe. Moi, je ne me considère pas comme photographe. En fait, moi, je suis un artiste. Aujourd'hui, si tu dis à ton papa, je fais la photographie, il dit, ah, donc ton travail, c'est seulement cliquer des boutons. La différence entre un photographe et une personne qui a la caméra, c'est que le photographe crée l'image. OK? Et c'est lui qui a la caméra, juste prend des photos. Même si tu donnes à un singe la caméra, il peut cliquer et puis prendre une photo. C'est une photo. Définitivement. Mais la photographie, c'est l'art de pouvoir t'imaginer ce que tu veux. Parce que la photographie parle, c'est comme de la musique, c'est comme... la sculpture.
Par exemple, je te donne un simple exemple. Mhm. Euh, j'ai fait de la photographie et la vidéographie parce que j'ai fait aussi les clips vidéo, j'ai fait aussi les films. Ok. Mhm. Je charge 1 heure de mon service à 1500. OK. C'est un exemple, donc Mhm. 1500 rennes, qui fait minimum 80 à 90 $90, dollars. s'il Ok. faut dire maintenant. Et un médecin touche 30, 40 à 60 000 rennes Le mois. le mois. Ok. Si je lance ma compagnie à faire un très bon marketing, où j'ai fait un très bon marketing et que j'ai tout simplement 10 clients pendant la journée, j'ai 15 000 rennes. Mhm. Si je le multiplie par 30, disons déjà 10 jours, j'ai 150 000 rennes. Mhm. Par 30, je fais 450 450 000 rennes le mois. C'est ce que je peux faire en tant qu'artiste d'imagerie. Mhm. Donc, je ne vois pas en quoi un médecin va dépasser un photographe si son marketing est très bien structuré. OK. Donc, il n'y a pas de sous-métier pour moi. Donc, c'est que si je vais bien comprendre, donc c'était juste un chemin qui était indirectement tracé, à savoir que fallait que tu aies des compétences en marketing, en informatique, Et dans le pour que tu business, gères la photographie que tu fais actuellement. exactement. Waouh. Et du coup, la communauté sud-africaine, comment cela t'a traité quand tu es arrivé dans ces pays? Je pense qu'il est plus facile de faire business avec les Sud-Africains que mes propres frères. Comment ça? Explique-toi un peu. Ok. Si ton propre frère congolais vient vers toi, il te dit, j'ai besoin de services photo. Mhm. Tu lui donnes ton prix, il dit, ah, papa, juste pour presser les boutons là. Mhm. Pendant que le Sud-Africain, lui, il comprend que c'est ton travail et il veut le respecter. Mhm. Ça, c'est en termes de business. En termes de relations sociales, dans la vie sociale, on est plus social avec nos frères qu'avec d'autres personnes. OK. Ok. Genre, si j'ai des problèmes avec, si j'ai des problèmes, je vois si mes frères vont me venir en aider. Il y a quoi? Oui, mais avec les Sud-Africains, par exemple, comme ce matin, Mhm. c'était quand? Hier, que je t'ai dit, mon frère, mon compte vient juste d'être bloqué. 2 fois, on rencontre des problèmes comme des problèmes de papier. Ce sont des problèmes qu'on ne devrait pas avoir. J'ai 6 ans, Mhm. normalement, dans ce pays. Et quand tu es dans un pays, peu importe le pays, quand tu as déjà plus de 5 ans ou 3 ans, tu as droit à une résidence, donc un permis qui te permet d'être là-bas officiellement. Mhm. Mais avec le pays sud-africain, je pense que c'est un peu difficile d'avoir des documents qui te permettent de rester en tant que citoyen sud-africain ou résident permanent sud-africain. Donc, ça doit prendre beaucoup de processus. C'est un peu ça, le côté traitement sud-africain. Mais when it comes, quand ça vient au business, ils Mhm. sont business. OK. Genre, il ne va pas discuter ton prix. S'il ne peut pas, il va te dire, je comprends que ton prix est un peu élevé. Pour le moment, je ne peux pas le faire. Est-ce que je peux payer ça? Et puis prochainement, je vais commencer à payer comme il le faut. Mais c'est un peu différent avec chez nous là-bas. Donc, on préfère aller voir quelqu'un qui va charger 150 rand, qui va leur donner du n'importe quoi, que plutôt prendre la qualité. C'est un peu ça. Mais si aussi, il faut qu'on reste dans le contexte de serviabilité ou de la viviabilité. Mhm. On voit que comment la communauté congolaise arrive aussi à rester longtemps dans un pays qui n'offre pas grande opportunité de vie, Mhm. même bien qu'en termes de business, Mhm. ça peut paraître ou on peut dire que ça peut marcher. Mhm. Mais si en termes de vie, on ne peut pas facilement avoir une vie ou des papiers et tout, comment la communauté congolaise arrive à vivre, genre par expérience? OK. Je vais prendre ça dans un exemple. Mhm. C'est plus facile à supporter que un voisin t'a trahi, que ton propre frère t'a trahi. OK? Je préfère souffrir aux mains
d'un voisin qui souffrait aux mains de mes propres frères. Cette thèse, elle est compliquée pour moi. Je ne sais pas si tu Dans quel peux sens? aller en détail. J'explique. Mon frère est censé me protéger. Il est censé se soucier de mes problèmes économiques, de santé. Tu vois. En Afrique du Sud, je donne un exemple. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des troubles qui viennent, xénophobie, rentrer chez vous, on vous coince sur les papiers ou quoi que ce soit. Mais il y a souvent des personnes qui se font soigner ici gratuitement, non? Yeah, c'est ça. Malgré qu'ils sont maltraités, mais ils se font soigner gratuitement. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. OK. Il n'y a aucun hôpital au Congo qui va te soigner gratuitement. Il n'y en a pas. Cite-moi 2, 3. Aucune idée. Il n'y en a pas. Aucune idée. J'ai une tête vide là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pays qui va... Au Congo, on ne va pas t'avertir avant de couper ton courant. Donc, tu te réveilles un matin, il n'y a plus le courant. Tu n'as pas le droit de demander pourquoi tu n'as pas le courant. Parce qu'ici, ils ont même créé une plateforme où on vous avertit qu'à 12 heures, vous n'aurez pas du courant. Donc, vous pouvez vous préparer. On vous avertit quand même. Au Congo, on ne t'avertit pas qu'on va couper ton courant. Et on ne te dit même pas combien de temps ton courant là, tu vois. Ah oui, hein. Et tu te retrouves avec la nourriture en train de pourrir au frigo. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas averti si ça va prendre un mois. Donc, c'est un peu comme ça. OK. Mais aussi, là, je trouve encore intéressant. Mais mon plus grand consentement serait peut-être sur le point où on sait qu'en Afrique du Sud, il y a des difficultés de vie. Mais comment la communauté congolaise arrive à s'y mettre? À savoir que aujourd'hui, on te maltraite à cause de papier. Demain, on t'insulte. Les soirs, tu ne peux même pas sortir à cause de la xénophobie et tout ce qui va avec. Maintenant, comment cette communauté-là arrive peut-être à se prendre en charge sans papier, qui est de se dire non, voilà, je rentre chez moi. Ok. Je pense que la plupart des Congolais qui sont en Afrique du Sud se sont plus penchés du côté business et entrepreneuriat. Okay. Il y a des gens qui entreprennent de petits boulots par-ci, par-là. Et comme par exemple moi, j'ai fini dans le marketing, mais je ne travaille pas pour une compagnie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, si je reste là à chercher une compagnie pour pouvoir m'engager, je vais mourir de faim. Je dois me lancer dans quelque chose. J'ai trouvé qu'il y avait du potentiel. Il y a des gens qui cherchent des photos. Il y a des gens qui cherchent des vidéos. Et je pouvais créer une vie au travers ça. Certes, il y a des gens qui... Parce que quand tu ne connais pas ce que tu veux faire, tu vas te retrouver à voler et tout et tout. Certes, il y a des gens qui, à cause des difficultés, sont même filmés par des caméras de surveillance qui ont volé dans des shops. Ce sont des histoires qui arrivent. Mais la plupart des Congolais sont plus dans des histoires telles que entrepreneuriat. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un rêve d'aller faire ça chez nous. Nous avons un rêve aussi d'aller... Moi, par exemple, il y a un livre que j'ai écrit, le premier qui a été publié au mois de février. Okay. C'est un livre qui parle sur le leadership. Et un second livre, c'est tout un film. Ici, en Afrique du Sud, nous avons par exemple le film de Shaka Zulu. Okay. Moi, je suis Moulouba. Je viens du côté de Benakapuya. Alors, le Benakapuya et le Binanchimba, c'était deux tribus en guerre. Et j'ai écrit une histoire sur, pareillement comme Shaka Zulu, mais je voudrais créer une histoire de mon peuple. Quelque chose que les gens peuvent aller au cinéma, s'asseoir et regarder, dire, oh, c'est comme ça que les Benakapuya et les Binanchimba se sont battus. Pour créer quand même ça. Mais est-ce que nous avons cette plateforme-là? Est-ce que le cinéma même est valorisé au Congo? Parce que récemment, j'ai appris que Jean-Claude Van Damme était au Congo. C'est une star de Hollywood. On pouvait l'amener, par exemple, ok, Jean-Claude Van Damme, tu es dans le cinéma, est-ce que tu peux créer un film au Congo, par exemple?
quelque chose qui peut faire la fierté du pays. Et ça n'a pas été fait. Hein. Oui, Même pas peut-être réfléchi, s'il faut oui. le dire. Et tout ce qu'on a fait avec lui, c'est aller lui faire manger les maléwa, aller lui faire une carte d'électeur et tout là. Bon, tout ça, ça sert à quoi? Chaque personne est née avec un don, avec un ministère, parce que le ministère, c'est pas seulement servir à l'église. Mais ce que tu fais, c'est tout un ministère. Mais quand ça ne profite pas à ton peuple, ça sert à quoi? Joseph était en Égypte, mais quand sa famille est venue, il a pris soin de sa famille en utilisant sa casquette de ministre. Maintenant, nous qui sommes Congolais, est-ce que nous avons accès à ces plateformes-là? J'ai un ami qui est rentré récemment, il avait un projet de commencer Uber au Congo. Moi et lui, nous avions fait l'application, mais il est rentré, mais il fallait voir les taxes. C'était tellement difficile pour lui de... Parce que le problème avec le Congo, c'est quoi? Tu peux avoir un projet, et tu vas, ce sont les mêmes personnes qui te disent amène ton projet, qui vont te voler ton projet et qui vont t'écarter de ton projet. Nous avons tant de projets ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud nous a permis de voir le Congo sur le meilleur angle et voir ce qui manque au Congo. Parce que tant que tu es dans une boîte, c'est un peu comme quand tu joues les chess ou les jeux des dames. Quand tu es sur terrain, tu ne peux rien voir. Quand tu sors de là, tu vois ce qui se passe. Parce que tu n'es pas stressé avec tout le mouvement qui est là, tu observes le jeu. Et sortir du Congo nous a ouvert les yeux. On connaît ce qui manque au Congo. Le Congo ne manque de rien. Même quand ça prend du temps pour pouvoir construire des routes, le Congo absolument ne manque de rien. C'est juste la volonté de nos leaders. S'ils peuvent ouvrir cette brèche. Mais aussi, j'avais une question d'ailleurs, c'est une question qui nous est venue du CEO de House Vision. Il posait la question pour savoir, entre la politique et le business, qu'est-ce qui est censé gouverner un pays? Ce qui est censé gouverner un pays, c'est la politique. Ok. Oui. Maintenant, y a-t-il des points de convergence? Est-ce que ça peut aussi marcher ensemble, la politique et les business? Est-ce que ça peut marcher ensemble? Oui. Rien ne peut marcher sans l'autre. Ok. Oui. Parce que j'étais sur un point où je me disais, actuellement, au Congo, en illustrant en prenant ce que vous avez dit, je me dis, c'est aussi un problème qui dépend en fait d'une partie à une autre. Okay. Parce qu'avoir que j'ai aussi discuté avec un ami, c'est comme actuellement à Kinshasa, on peut voir que là-bas, il y a un problème actuellement avec les business Okay. parce que la politique doit créer un climat d'affaires qui favorise les business à marcher. Parce que c'est la politique qui vote les lois, mais c'est les business qui créent la richesse. Tu vois. Maintenant, si les lois que la politique crée n'est pas en faveur du business, donc c'est que la politique ne favorise pas le business à marcher. Alors que l'autre ami que j'ai discuté avec, qui est à Lubumbashi, il m'a dit, là-bas, à son avis, c'est plus les business qui gouvernent. Qu'un homme d'affaires, pour décider, n'a pas besoin que les gouvernements fassent la loi. Ils discutent et le gouvernement va exécuter la loi par rapport à ce qu'ils ont en fait discuté. Que là-bas, c'est plus le capitalisme. Alors qu'au côté de Kinshasa, les jeunes n'arrivent pas à faire grand-chose parce que la politique ne favorise pas un climat d'affaires pour les business. Un point pour ça. Ok. D'abord, il faudrait savoir que la politique touche le business en termes de monnaie d'échange. Okay. À part ça, il n'y a aucun autre point. La politique est en train de toucher le business. Tu te rends compte que si toute l'Afrique entière s'est décidée de rentrer dans le mode de troc, ça va faire que le dollar va tomber. Gravement. Ça va faire que le yen tombe et toute autre monnaie qu'on connaît puisse tomber. Si on rentre, ok, à partir d'aujourd'hui, moi, si je veux des canards sans vaches,
50 canards vaut une chèvre. Nous, Africains, on peut décider de rentrer dans ce monde-là. Et c'est comme ça que ça va toucher quoi? La politique. La politique. OK. Et la politique aussi nous touche aussi et devient aussi indispensable dans le mode de commerce en quantité d'or des réserves de chaque pays. OK. Donc, à part les biens alimentaires et quoi, quand ça vient maintenant aux pierres précieuses, c'est là qu'on a maintenant besoin de la politique pour que la politique puisse intervenir. Donc, il n'y a pas moyen qu'on puisse échanger du pétrole avec du diamant s'il n'y a pas politique. Mais dans le Congo, par exemple, nous avons encore le droit de dire qu'à partir d'aujourd'hui, 2500 francs équivaut à $1. OK. Parce que l'argent est imprimé. L'argent est imprimé. L'inflation est une psychologie politique. Aujourd'hui, par exemple, nous quittons déjà le système Occident pour s'allier à la Russie et autres. Ce qui va arriver dans un futur très proche. Mais je ne vois pas quelque part où... Moi, tout ce que je pense, c'est que les deux marchent de pair. OK. Mais l'un peut influencer l'autre. OK. Mais aussi, en tant que panafricain, je me concentre beaucoup sur votre casquette des panafricains. Est-ce qu'aujourd'hui, l'engagement de jeunes dans la politique, je reste d'abord sur un plan qui est congolais, avant que je vais sur l'Afrique en général. Sur le plan qui est congolais, est-ce que l'engagement de jeunes, parce que cet engagement de cette fois-ci, c'est l'engagement qui est massif. Cet engagement massif de jeunes dans la politique aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est une révolution ou c'est du déjà vu? Parce que même les vieux qui sont actuellement dans la politique étaient autrefois jeunes. Ils se sont aussi dit, non, voilà, on va dans la politique parce qu'on va faire 1, 2, 3. Mais au final, on a tout ce que nous avons là. Et nous avons encore un autre vent de jeunes qui prennent l'initiative d'entrer dans la politique en espérant que ça peut changer quelque chose. Est-ce que pour vous, c'est du déjà vu ou c'est une révolution à venir? OK. En termes d'action, c'est du déjà vu. Ce qui se passe, tel a pris le pouvoir ou tel a fait ça, c'est du déjà vu. Mais en termes de mentalité, c'est une révolution. Okay. Chaque période amène toujours une nouvelle révolution. Ce que nos grands-parents ou soit nos vieux ont connu à leur époque de la jeunesse, ce n'est pas la même connaissance que nous avons. Et il y a toujours, à chaque fois par exemple, un téléphone que tu as, à chaque fois, il y a toujours des mises à jour du software. C'est une révolution. Donc, sur le plan mental et sur le plan économique aussi. Si les jeunes veulent voir un changement, c'est par rapport aux réalités que nous vivons maintenant et la connaissance actuelle que nous avons. Okay. Et la question serait, chaque personne jeune qui s'intéresse à la politique ou qui veut entrer dans la politique doit avoir un background check. Okay. Ça veut dire que ce soit un jeune qui soit en mesure de présenter son projet et de nous dire qu'est-ce qu'il a appris de la précédente politique. Quel est le changement qu'il veut amener en fait? Mais aussi, à savoir que ce n'est pas la première fois que nous avons des jeunes qui amènent des plans. On va voir qu'en 2006, nous avons eu des personnes qui ont postulé à l'époque, qui ont amené des plans d'action. Voilà, je vais faire 1, 2, 3. En 2011, on en a eu. Et récemment, on en a encore eu. On voit que ces personnes viennent avec les plans, mais après, ils disparaissent. Parce que il faut que je fasse référence à Maslow, avec l'école des relations humaines. Maslow est venu avec le principe des pyramides. Il dit, tout homme est disposé à cette pyramide-là.
c'est une pyramide de 5 besoins qui est subdivisée en 2. Nous avons des besoins primaires et des besoins secondaires. Les besoins primaires, nous avons les avoirs. Non, c'est l'être. Okay. Tout ce qui est primaire, c'est l'être. Okay. Tout ce qui est secondaire, c'est les avoirs. Alors, dans l'être, on a des besoins physiologiques. On a tout ce qui est lié à la survie humaine. On a le manger, le boire, le vêtir. Quand on finit, on monte à la sécurité. Qu'un homme qui est bien à la sécurité, tout ça, c'est l'être. Après ça, on pense maintenant aux avoirs. Mais on voit qu'aujourd'hui, nos politiciens sont bien au courant de ça. Mais ils viennent avec que lorsque ça leur sert, eux. Tu vois, comme là, c'est la propagande. Ils disent que l'homme a besoin de quoi pour vivre? Le manger, à boire, vêtir. Ils nous amènent ça. Ils nous garantissent une petite sécurité. Parce qu'ils savent que quand on a ça, après, on va penser sur qui voter parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va manger demain. Est-ce que vous pensez qu'ils jouent encore avec nous sous cette forme-là où c'est une révolution autre, ou c'est parce qu'ils sont humains maintenant? En fait, ce que je pense, c'est que déjà, la raison pour laquelle les routes ne sont pas construites au Congo, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'argent pour le faire. La raison pour laquelle les routes ne sont pas construites au Congo, c'est parce qu'on sait qu'un ventre qui n'a pas mangé, n'a pas d'oreille, n'entend rien. Et quand tu ne manges pas à ta faim, tu ne sais pas penser à on n'a pas d'électricité, on doit avoir des goudrons, on doit avoir des voitures. La politique au Congo est d'abord basée sur qu'est-ce que je peux manger. Okay. Et c'est pour cela, à chaque fois qu'il y a trouble au Congo, au Bunga Bonapanda, le Congolais focalisait plus sur Bunga que sur l'essentiel. Moi, je te garantis que si on pouvait relier toutes les provinces au Congo avec des routes, le Congo va changer. Notre plus grand problème au Congo, c'est quoi? Ils ne veulent pas faire des routes pour que le peuple ne voie pas les problèmes essentiels. Parce que avec les routes construites, il y aura aussi stop à l'exploitation de minéraux au Congo. Ou soit les minéraux seront maintenant plus contrôlés. Plus il y a des routes, plus on n'est pas connecté entre nous, plus on n'a pas l'unité. L'absence de route au Congo, c'est l'absence de l'unité de tous les peuples. Okay. Diviser pour mieux régner, c'est la politique qui règne au Congo. Les jours où un président aura l'initiative de d'abord réunir tout le Congo avec une seule route, le Congo va changer. D'accord. Alors, c'était un plaisir aujourd'hui d'avoir M. Serge Kalala sur Salt Podcast. Alors, nous espérons avoir la continuité de notre épisode très, très bientôt. Restez connectés et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Merci.